Et donc il a gardé le cœur du château ancien, hein, et qu'il a placé au centre de son château. Il l'a donc, vous voyez, entouré d'une première enceinte, hein, et cette première enceinte a été elle-même doublée d'une deuxième enceinte que vous voyez autour, qui représente donc maintenant un château grand. C'est le dernier grand château fort construit en France, 350 mètres de front bastionné, qui fait un quart de la cité de Carcassonne. Donc vous voyez, c'est vraiment un très grand château. 7 ponts-levis, vous pouvez voir sur les petits carrés jaunes que vous avez Oui. là, qui ferment d'une façon étanche le cœur du château. Parce que vous voyez, tous les ponts-levis sont positionnés de façon à ce que, à tout moment, le château puisse être fermé en cas d'attaque. Donc ce château, il est positionné sur une aiguille rocheuse, une bonne aiguille qui a donné son nom au château. La bonne aiguille donc a donné Bonaguil. Et donc il est ici positionné sur cette aiguille rocheuse de façon à bien défendre la vallée qui l'entoure. Et donc vous avez ici ce que nous appelons la Barbacane qui est positionnée du côté où le château pouvait être attaqué, du côté le plus dangereux, puisque tout autour du château, le sol étant plongé dans la vallée, alors que ici, c'est le seul niveau où le sol est au même niveau, voire plus haut que le château. Alors, quelle était justement l'utilité d'une place forte ici au niveau stratégique? Alors, la position de Bonaguil au niveau stratégique n'est pas très claire, hein, parce que c'est pas une grande voie de passage ici. Hmm. Les vallées n'étaient pas très, très riches. Par contre, on pense qu'il y avait donc ici sur le site tous les matériaux pour construire le château. Et ensuite, il y avait donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la présence de ce site initial. Béranger de Roquefeuille, de toute façon, voulait pas un château qui puisse être vraiment inattaquable, parce que certes, il a fait en sorte que tous les systèmes défensifs soient appliqués, mais il a aussi voulu montrer qu'il était riche et puissant. Et donc, il se fichait, entre guillemets, de savoir si le château allait servir ou pas. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait quelque chose de beau, de grand, pour montrer qu'il était puissant. Hmm. D'ailleurs, il se faisait appeler noble, puissant, magnifique seigneur. Donc, vous voyez, on avait quand même un seigneur qui était un peu mégalo. La Barbacane est ouverte à la gorge, c'est-à-dire que, imaginons que des ennemis soient entrés ici, ils n'ont aucun endroit pour se replier, ils sont sous le feu du corps de place, et donc les soldats qui sont sur les remparts ou derrière les canonnières peuvent tirer sur l'ennemi qui a réussi à pénétrer Alors, qu'est-ce que ici. vous appelez une barbacane en fait, hein? La Barbacane, c'est l'endroit où nous sommes. Hmm. C'est un endroit qui fonctionne comme un bouclier pour protéger le cœur du château, le corps de place qui est face à nous. Il y a des murs qui sont plus épais. Comment ça se passe au niveau de la fortification? Oui. Ici, oui, compte tenu de l'importance de la construction et du danger de ce côté-là, par endroit où vous pouvez trouver des murs de plus de 4 mètres d'épaisseur. Ouais, d'accord. Bon, on vous suit. Et là, sur votre gauche, vous avez le pigeonnier. Hmm. Le pigeonnier qui était important parce qu'on utilisait le guano de pigeon, la colombine, comme engrais. Donc on peut voir qu'encore une fois, Béranger a voulu montrer qu'il était riche et puissant. Une courbasse, généralement, vous avez de la terre battue au sol. Ici, on peut encore en voir quelques traces sous nos pieds, où vous avez des dalles de pierre. Hmm. On voit aussi qu'il y a, dans un souci d'hygiène et de propreté, le sol est incliné vers le sud, de façon à évacuer les saletés. Parce qu'ici, vous trouviez des animaux, volailles, cochons, de ce côté-là. Et en levant la tête et en portant notre regard sur le donjon, on peut voir particulièrement ici que le donjon a bien été posé, construit sur la fameuse aiguille rocheuse, ce qui donne forcément une solidité d'assise, et qu'on voit cette notion de défense verticale dont on a parlé tout à l'heure également. Est-ce qu'il y a des parties restaurées là sur le donjon? Alors le sommet, la terrasse du donjon a été restaurée, et on y a fait
une étanchéité pour éviter que l'eau ne pénètre dans les salles en dessous. Et on a mis vous les apercevez, des grilles pour la sécurité des enfants, des grilles sur les mâchicoulis. Autrement, il y a eu des badigeons dans les salles et puis des vitres, des fenêtres. Mais autrement, il y a pas Mais très peu de choses, quoi. C'est dans son jus, en fait. Oui. D'accord. Là-bas sur la droite, vous observez la colonne qui recevait, il y avait une vasque au-dessus qui n'existe malheureusement plus, mais qui recevait l'eau en provenance du puits qui est de l'autre côté du donjon, dans la cour seigneuriale. D'accord. Donc il suffisait à un domestique de puiser l'eau dans le puits avec un seau, de verser ce seau dans le petit évier qui est juste à côté, et l'eau venait jusque dans la cour basse, était donc à la disposition des domestiques pour leur vie quotidienne et pour les animaux. Et pour aussi refroidir la cendre qui est utilisée pour la lessive, pour conserver certains aliments. Alors, ces fours, ils datent de quand? Ils sont du XIIIe siècle. 13e siècle. Ouais. Hein, ouais. Là, on est à la partie la plus ancienne. Là. Oui. Donc cet ouvrage défend le côté sud-est du château. Et donc voilà, je vous invite à aller voir la casemate. On va aussi attention de ne pas glisser. Donc le château du nord vers le sud qui était destiné à faciliter la circulation des soldats en cas d'attaque, qui permettait donc de manœuvrer rapidement d'un côté à l'autre du château sans être obligé de faire tout le tour. Et une deuxième galerie qui est perpendiculaire à la première va nous réserver une petite surprise que je vous invite à venir découvrir. Une grotte naturelle à la archéologique. Précédemment, vous trouvez, on pouvait conserver des aliments, ça servait un peu de réfrigérateur. C'est un peu l'ancêtre du bunker. Vous allez constater qu'il n'y a pas de porte, donc on se demande comment le soldat qui est, ou les soldats qui sont dans le moineau ont fait pour y rentrer. Bien, tout simplement parce que la porte d'entrée, elle est secrète, elle est cachée au fond de la grotte, ici.